on n'est qu'au début du commencement. Hein. C'est-à-dire, en clair, vous entendez parler de crypto-monnaie, vous entendez peut-être parler dans tous les journées de la blockchain, parce que c'est un peu une période publicitaire au marketing, le buzz, comme on dit. Eh bien, c'est un argument assez intéressant de voir qu'il y a 25 ans, à peu près, on avait le même phénomène qui a impacté la société. Alors, essayons d'avoir des arguments un peu plus terre-à-terre qu'une perspective qui ressemblerait à l'analogie avec Internet. Alors, je vous ai préparé 3 arguments qu'on a partagés avec pas mal d'économistes, d'ailleurs, au passage. Premièrement, quand vous parlez avec un astronaute, voilà ce qui se passe. Il vous dit, c'est bizarre, quand je suis dans ma fusée, on voit la Terre, mais on voit que quelques points très centralisés. D'accord ? Donc en clair, il dit, mais c'est incroyable, la Terre, elle est énorme, et on est tous dans le même pôle, on est tous au même endroit. Ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que c'est une centralisation des lieux de vie, des lieux de communauté. Quand vous parlez avec des économistes, parfois avec des politiciens, eh bien, ils vous disent, mais c'est incroyable, le pouvoir, la richesse est dans des endroits bien précis. Donc, centralisation des lieux de richesse. Vous voyez, le mot centralisation revient souvent. Et si vous parlez avec des communicants, des journalistes ou d'autres acteurs, ben, ils vous disent, ben, écoutez, c'est dramatique parce que les contenus sont aujourd'hui centralisés chez des clients que vous connaissez très bien, ces fameux GAFAMA. D'accord ? Donc voilà, on voit bien que le mot centralisation revient en permanence. On pourrait très bien, pour l'économie, dans les 10 années à venir ou dans les 20 années à venir, continuer sur ce rythme. Sauf que, on a un problème qui va arriver très très vite. Quel est ce problème qui va nous arriver très vite ? Eh bien, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près autour des 7 milliards. Nous allons directement vers les 10 milliards assez rapidement. Et je pense que si tout se passe bien, on sera plutôt autour des 15 milliards. Alors après, on peut discuter les prévisions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une partie de notre économie, notre moyen de travailler, les processus qu'on va mettre en place, la manière de travailler en termes d'argent dans le sens actif, hein, actif numérique, eh bien, va passer d'une économie différente, quelque chose de complètement perturbant. Et quand je dis perturbant, c'est perturbant. J'ai quand même mis à peu près 1 an et demi pour essayer de comprendre la mécanique et de dire oui, effectivement, il y a un fond de vérité là-dedans et que ce n'est pas une plaisanterie uniquement, ce n'est pas un buzz. Donc ici, on va avoir un moyen différent qui va nous amener sur les années à venir à une économie qui est aujourd'hui centralisée. Tout ne va pas disparaître du jour au lendemain. Vous savez, on dit souvent la blockchain va supprimer les banques, va supprimer les notaires. Non, il ne faut pas rêver. Ça va changer le métier des banques, ça va changer le métier des notaires, ça va changer le métier de mon assureur, ça c'est sûr. Mais ça ne va pas le supprimer pour autant. Mais il va falloir qu'ils apprennent à travailler non pas dans une économie centralisée, mais dans une économie qui est décentralisée. Et ces termes-là, si vous lisez des articles sur ce qu'on appelle la blockchain, on dit que la blockchain est un élément de confiance, un élément de distribué. Eh bien, c'est un des moyens, un des impacts que nous allons voir dans les 10 années à venir. La première famille, c'est ce qu'on appelle la famille de la traçabilité de la preuve, l'horodatage. Alors, ça ne vous dit peut-être pas, enfin, ce n'est pas des termes techniques, mais quand je vous ai expliqué que l'armée américaine suivait les fusils et les canons à travers une blockchain, on est vraiment dans la première bulle. Hein. On est vraiment, il n'y a pas de crypto-monnaie, il n'y a pas de programme automatique, d'accord ? Donc ça, c'est ce qui est demandé le plus aujourd'hui par les entreprises. En clair, on pourrait dire que c'est une fonctionnalité supplémentaire par rapport aux besoins de l'entreprise. Parfois, c'est une originalité, parfois, c'est une fonctionnalité même cachée. Deuxième grande bulle, c'est des smart contracts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des programmes automatiques. Mais vous me direz, des programmes automatiques, on sait en faire depuis des siècles. Je ne vois pas le rapport avec la blockchain, on aurait pu inventer ça autrement. Sauf que les programmes automatiques, dont le nom un peu bizarre s'appelle smart contract, je vous signale, ça n'est rien d'élégant ni de contrat, c'est juste un programme, d'accord ? Sauf que ces programmes-là sont partagés par l'ensemble des acteurs qui sont membres de la blockchain et ils sont immuables. C'est une caractéristique spécifique et je vous montrerai tout à l'heure un exemple de la société AXA qui a mis en place un smart contract. On comprendra mieux quand on voit des cas d'école, je dirais, opérationnels. Troisième grande bulle, et c'est celle qui fait la plus buzzer, comme on dit, d'accord, c'est la bulle de ce qu'on appelle des crypto-monnaies. Alors, crypto-monnaies, il y a plusieurs termes, on va les simplifier sous le terme actif numérique, on les appelle aussi tokens. Je vous signale qu'en France, les textes de loi qui viennent d'apparaître ne parlent pas de crypto-monnaie, ils parlent de crypto-actifs. On est bien dans des textes de loi, je vous signale. La première chose, c'est que pour faire une blockchain, il faut être plusieurs. Si vous êtes tout seul, c'est-à-dire votre entreprise souhaite maîtriser la communication, maîtriser la masse d'informations, avoir la possibilité de changer les règles du jeu, ce qui n'est pas possible avec un smart contract, etc., etc.,
Eh bien, nous sommes piégés. Ça veut dire que ce n'est pas une blockchain, c'est tout à fait respectable. Quand des clients viennent nous voir et qu'ils nous demandent des usages, donc on analyse l'usage et on regarde quelle est la meilleure technologie avec un retour sur investissement pour répondre à cet usage. Si c'est la blockchain, on fera une blockchain. Si c'est un site centralisé, on fera un site centralisé. Si c'est un Internet, on fera un Internet. Enfin bref. Enfin, nous, on ne fait que des blockchains, mais je dis aux clients, bah, ce n'est pas une blockchain qu'il vous faut, tout simplement. Donc, il faut être plusieurs. D'accord ? Deuxièmement, non seulement il faut être plusieurs, mais il faut qu'on ait un intérêt commun à être plusieurs. S'il n'y a pas d'intérêt commun, si chacun d'entre vous ne trouve pas sa partie d'intérêt à faire partie de cette communauté de blockchain, ben, il n'y aura pas de blockchain tout simplement. Et troisième élément, il faut tout simplement qu'on soit transparent. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué parce que nous sommes dans une société de culture centralisée. Toutes les entreprises souhaitent garder leurs données. Il y a eu un petit progrès ces derniers temps avec ce qu'on appelle l'open data. Si quelqu'un a déjà entendu parler de ça, c'est le partage de données des entreprises. Donc, si les entreprises souhaitent rester d'une manière indépendante, ce n'est pas une blockchain. Si elles ne souhaitent tout simplement pas trouver un intérêt à partager, on ne fera pas de blockchain. Et effectivement, il faut en plus qu'elles aient l'audace de partager une certaine masse d'informations. On va s'imaginer pendant quelques instants que nous nous connaissons un tout petit peu. De temps en temps, on va boire un verre, etc. Très bien. Et puis, quand on va parler de vacances, et on s'aperçoit que nous avons tous un intérêt commun. C'est-à-dire on aimerait tous partir avec un camping-car en vacances. Alors on a une idée géniale. On va acheter tous un camping-car ensemble. On met un petit billet chacun, on achète le camping-car de nos rêves. Seulement, un camping-car, ça se gère. Il faut payer les kilomètres, il faut payer la vidange, etc. Très bien. Donc, on discute comment on va gouverner tout ça, comment on va s'organiser. Alors, deux solutions. Solution numéro 1, on va dire tout simplement qu'on va demander à Hertz, à Avis, je ne sais pas à qui, de gérer le tout. En clair, on va garer chez eux, c'est le camping-car chez eux, et quand on va faire 100 km, on va payer le dû qu'on doit. Mais, comme vous vous rendez compte, non seulement c'est centralisé, on peut appeler ça tiers de confiance. Vous savez, quand je vous ai dit tout à l'heure que certaines banques vont être disruptées, les notaires, on va appeler ça tiers de confiance. Et puis en plus, il faut être honnête, les gens qui sont chez Air Service, il faut qu'ils soient rémunérés du service qu'ils vont nous apporter. Donc c'est un peu embêtant quand même, parce qu'on n'est que 6, on n'a pas beaucoup d'argent, on est plutôt aux formes associatives. Alors on va avoir une autre idée. On va dire, est-ce qu'on ne peut pas se débrouiller tout seul, sans passer par un intermédiaire? Alors première règle de base, très importante d'une blockchain, tout à l'heure je vous ai dit, il faut que les partenaires ils trouvent un intérêt commun et partagent la même vision, la même gouvernance. Le mot c'est important dans une blockchain. Donc en clair, on va prendre un tableur Excel, je ne sais pas, on va faire des savants calculs, et on va dire que pour nous, 1 km égale 1 euro. Ça marche pour tout le monde, voilà, tout le monde est d'accord. On met une règle du jeu en place, c'est l'état de l'art. Très bien. Seulement maintenant, il faut s'organiser. Une fois qu'on a fait les super calculs savants, il faut se débrouiller pour que ça marche quand même. Donc, moralité, on a déjà décidé une chose, c'est qu'on ne va pas travailler d'une manière centralisée. Donc c'est important de bien comprendre ça, parce que l'application qui va nous permettre de gérer ce camping-car va être implémentée sur tous nos PC. Je parle bien des PC, là, je ne parle pas de serveur, on est une association, chacun d'entre nous, on a un PC, tout simplement. On va être tout simple, d'accord? Donc, on va faire un petit programme. Ce petit programme, il aura pour objectif de gérer un document. Vous verrez souvent le mot registre dans une blockchain. Registre, c'est là où on inscrit les choses. Quand on va voyager avec le camping-car, il faut bien l'écrire quelque part. Petite remarque au passage, je vous signale qu'il n'existe pas de base de données telles que nous les connaissons pour les gens qui sont en informatique dans le domaine de la blockchain. Parce que si vous mettez une base de données telle que nous connaissons, pour les gens qui sont spécialisés Oracle, pour les moins spécialisés Access si vous voulez, d'accord, c'est centralisé. Ça n'existe pas ça. Donc il faut oublier la manière dont on a travaillé pendant des années. Donc la base de données centralisée, ça n'existe pas. Donc on va écrire dans un registre. Pour ceux qui voient ce que c'est qu'un bloc-notes ou un fichier log, c'est à peu près ça. Très bien. Donc, pour écrire dans un registre, il me faut quand même un logiciel. Alors, il y en a un qui va dire, bah, écoutez, c'est pas la peine de mettre de l'informatique, on va mettre un cahier dans le camping-car, et ça va aller très bien. Comme ça, chaque fois que quelqu'un va prendre le camping-car, il va écrire qu'il a fait tant de kilomètres, on se fait confiance, on se connaît un petit peu. Pour le moment, on se fait confiance, parce qu'il n'y a pas de confiance dans la blockchain, tout est vérifié. Donc, bon, on se doute bien que si je mets un document dans la blockchain, je ne vous donne pas 3 mois pour qu'il soit ou gras ou disparu, d'accord? Donc on est un peu plus intelligent que ça. On va faire un petit programme qui va nous permettre de saisir qu'effectivement on a fait tant de kilomètres et que les pneus ne sont pas crevés, que la camping-car n'est pas évidée. Tout le monde me suit là, je pense que c'est basique. Très bien.
Donc on a fait une jolie interface qui ressemblerait à une espèce de page HTML ou qui ressemblerait peut-être à un fichier Excel, etc. Donc on est d'accord, on a fait un petit programme. Ce programme est installé sur chacun de nos PC. Nous sommes tous à égalité. C'est important de bien comprendre ça, c'est un problème de gouvernance. Nous sommes tous à égalité. Tous les programmes, lorsque vous faites partie, non pas en tant qu'utilisateur, mais lorsque vous êtes membre d'une blockchain, vous avez le même programme que votre voisin. D'accord? Pas question d'avoir une différence. Très bien, donc on a installé ça et on démarre. On a un programme qui est installé sur les PC, on démarre. Ça veut dire qu'il y a un d'entre nous qui prend le camping-car. Souvenez-vous, notre gouvernance avait dit 1 km égale 1 euro. Donc, le premier fait sur 350, enfin ça n'a pas d'importance ici, fait des kilomètres par ignore, et il va créer sa première transaction. C'est-à-dire que sur cette feuille blanche, qui s'appelle un bloc-notes, on va écrire quelque chose. Il a dit, voilà, ils vont écrire quelque chose. Très bien. Maintenant, pour mon explication et pour simplifier les choses, je vais dire que la transaction est égale à un bloc. Ce qui est faux, mais restons raisonnables. En général, ça ne se passe pas comme ça, mais pour bien comprendre les choses, on va dire que la première transaction est égale à un bloc. Très bien. À partir de là, j'ai une jolie feuille, j'écris exactement ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que je mets dans ce registre? Est-ce que je mets l'histoire de tout ce que je dois mettre? C'est-à-dire que le camping-car a fait tant de kilomètres, les pneus sont en bonne santé, il n'y a pas de rayures. En clair, j'ai rempli une fiche Word ou une fiche Excel avec plein d'informations. Alors, remarque importante, on ne met pas l'information dans la blockchain. On met l'empreinte de l'information dans la blockchain. C'est-à-dire que quand vous avez un contrat qui fait 150 pages, hors de question de mettre le contrat dans la blockchain. Ce n'est pas une base de données. On fait une empreinte du document et on le met dans la blockchain. À quoi sert de faire une empreinte du document? Il faut savoir que lorsque vous écrivez dans une blockchain, on met l'empreinte par prudence, parce qu'on ne veut pas que les autres membres de la blockchain viennent changer les règles du jeu ou viennent un jour contester ce document. Est-ce que j'arrive à m'exprimer? C'est-à-dire que quand on prend un document, ce n'est pas le document qu'on met dans la blockchain, c'est l'empreinte du document. Ça veut dire que le document, il peut être partagé ou pas partagé, ça n'a pas d'importance. Mais dans 10 ans, si je reprends le même document et je retrouve la même empreinte dans la blockchain, ça veut dire que ce document n'a pas bougé. Juridiquement, question? Juste une question. Derrière le mot empreinte, il y a quoi? Alors c'est un algorithme qui s'appelle le hash. Je n'ai pas voulu trop rentrer dans les détails. Pour faire une empreinte, ça fait à peu près ça. Si tu veux donner un exemple très simple, par exemple, pour bien positionner les choses, quand tu vas dans... Regarde, c'est simple, tu vas dans... Je prends la vraie vie, ce sera le plus simple. Si je prends la vraie vie, tu vas dans, par exemple, le site Ledger of Proof que j'ai évoqué tout à l'heure. Imagine tout simplement que tu as un contrat de 150 pages, ou tu as tout simplement une image, où tu es un musicien, tu veux protéger ton morceau de musique. Ça marche, c'est un document, d'accord? Eh bien, tu rentres dans ce site, et regarde ici, tu cliques. Donc, tu dis, ah, ça c'est super, il faut que je le protège, parce que c'est un GIF fantastique, tout le monde me suit, je pense, là. Donc je fais le GIF et regardez ce qui se passe. Quand je clique, le programme me fait une empreinte. C'est ça une empreinte. D'accord? Ça c'est indémontable. Ça veut dire que si quelqu'un, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 3 ans, change le document, change le taux de remboursement, change le taux de mon assurance, enfin je ne sais pas, il change les règles du jeu, même s'il met une virgule, je dis bien, cette empreinte n'est plus la même. Donc ça veut dire que le document qui a servi et qui va servir de preuve dans un contrat a été modifié par quelqu'un. Si vous modifiez un contrat, il va falloir refaire une nouvelle empreinte. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question? Ça marche. Toutes les blockchains sont sur la même règle du jeu. Ce n'est pas spécifique. Les technologies que je vous montre là, en fonction de vos questions, sont identiques partout. D'accord? Donc, je reviens à ma démarche et je reformule. Donc, pourquoi on fait ça? Parce qu'en réalité, il peut y avoir un risque. Il peut y avoir un risque qui est le suivant. C'est-à-dire qu'en clair, on pourrait avoir, à la limite, moi, je prends le camping-car en premier, mes collègues où on s'entendait très bien se mettent, je dirais, contre moi. Ils vont commencer tous à tricher sur ce qu'on appelle sur le registre. Ça m'embêterait quand même, parce qu'à la fin du mois, quand on va faire le bilan, j'ai fait que 390 km. Ils vont tous écrire que j'ai fait 500 km, donc il faudra que je paye 500 € à la place de 390. Donc c'est une manière de se protéger. Attention, dans une blockchain, on fait confiance à personne. On se fait confiance parce qu'on va tous travailler ensemble, mais tout est sécurisé, tout est, je dirais, enregistré. Donc voilà la première chose. Donc une petite remarque, nous avons tous le même logiciel,
nous allons écrire dans ce logiciel, et dès que l'empreinte sera dans le registre, c'est ce bloc-notes en quelque sorte, le bloc-notes sera distribué en temps réel à tout le monde. Pour ceux qui ont fait un petit peu du peer-to-peer avec des films il y a quelques années, eh bien vous avez compris le principe. On copie l'information qui a été saisie à un moment donné T. Je parle bien de l'empreinte, hein, on ne prend pas le contrat. Hein, d'accord. Est-ce que ça marche pour tout le monde pour le moment? Très bien. Donc on a quoi en fin de compte? On a tous installé un logiciel sur nos PC. Il y en a un d'entre nous qui a pris le camping-car, qui a fait 380 km, et puis tout simplement, il a écrit tout ça, que tout allait bien, et il y a l'empreinte. L'empreinte est venue dans le registre, et vous avez tous reçu l'empreinte. Très bien. Donc le camping-car est rentré, ben, c'est simple. Il y en a un deuxième qui va prendre le camping-car, c'est aussi bête que ça. Donc il va refaire la même chose, il aura son jolie interface pour saisir, et lorsqu'il va saisir son interface, ben, il va faire une deuxième empreinte. On peut dire une deuxième transaction qui va correspondre, pour simplifier mon langage, à un deuxième bloc. Seulement voilà, vous êtes dans une page où vous avez une empreinte, avec un temps, vous allez voir pourquoi, et une deuxième empreinte. Quel est le rapport entre la première empreinte et la deuxième empreinte? Et la troisième, et la quatrième, et la cinquième? Enfin, si on prend 10 fois le camping-car, tout le monde me suit. Hein. Bien, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'on va chaîner les blocs. Qu'est-ce que ça veut dire, chaîner les blocs? Ça veut dire tout simplement que pour pouvoir chaîner les blocs, le petit programme que nous avons mis sur nos PC, il ne fait pas que saisir l'information. Il ne fait pas que transformer l'information en empreinte. On appellera ça un hash. Il a d'autres fonctionnalités. Et une des fonctionnalités la plus simple à expliquer est la suivante. Lorsque la première transaction s'enregistre, le programme va faire en sorte que la deuxième transaction, lorsqu'elle va être enregistrée, s'enregistre d'une manière assez bizarre. C'est-à-dire qu'elle va prendre l'empreinte de la première transaction et va l'intégrer dans la deuxième transaction. Et elle va refaire l'empreinte du tout. Ça, c'est très difficile à comprendre, je partage. Et c'est ça qui va faire la blockchain. Imaginez, je vous ai fait une image très simple, imaginez que vous avez enregistré votre document dans une valise avec une chaîne bien fermée. Tout le monde, ça, il n'y a pas de problème, vous avez caché votre document. On n'a mis que l'empreinte de votre document dans la valise, on n'a même pas peut-être mis le document. Il faut savoir que la prochaine valise, ça va être ça. Elle va venir impacter votre valise, qui lui-même va impacter votre valise, qui lui-même va impacter votre valise. Tout est chaîné et ça fait une grande valise. Ça s'appelle un registre, ledger. Ça marche? Question. Mais comme le fichier n'est pas transmis, enfin les datas ne sont pas transmises. Les données, oui, tout à fait. Les Oui. données ne sont pas transmises. Comment on peut valider la véracité? Alors, On va pas prenons un exemple très simple. Je suis ici un expert comptable, d'accord? Vous m'envoyez votre bilan, je fais le compte, machin, et je vous envoie, d'accord? Donc, je fais l'empreinte de mon document dans la blockchain. Vous recevez le document, vous êtes très fort en PDF, pour des raisons XY, vous enlevez une ligne de je ne sais pas quoi, et vous envoyez ça à votre banque qui doit vous financer. Si la banque ne voit rien, ben elle ne voit rien. Mais supposons que la banque se dise, il y a un truc qui ne va pas. Elle va refaire l'empreinte du document que vous lui avez envoyé, on va vérifier en interrogeant la blockchain est-ce que l'empreinte est pareille. Ça veut dire qu'il y a un codage, Ben oui. du propre document. Ben oui, parce que quand moi j'ai mis en tant qu'expert comptable le document, l'empreinte du document dans la blockchain, c'était une empreinte. Vous l'avez envoyé, je vous l'ai envoyé, vous avez changé des virgules ou quelque chose, vous avez fait l'empreinte, mais ce n'est pas la même empreinte, on est bien d'accord, puisque un document, quand vous le touchez, ne peut pas donner la même empreinte, c'est impossible. Et on ne peut pas non plus remonter de l'empreinte au document. Quand le banquier va recevoir ce document, s'il s'aperçoit qu'il y a un petit problème, il va consulter la blockchain, il va dire « mais c'est bizarre, l'empreinte du document que m'a envoyé mon client n'est pas la même que l'empreinte de l'origine qui est dans la blockchain. Donc il s'est passé quelque chose dans le circuit. » Alors qui, comment, pourquoi, après c'est un autre problème. J'arriverai à répondre aux questions? Question? Dans le cas où vous expliquez, si je suis le premier utilisateur, j'ai fait 3000 km, je me trompe. Et Oui. alors, j'inscris 300 km. Tout à fait. Le deuxième va faire la gueule. Oui. Alors, Comment vous gérez je vous arrête tout. Oui, très bonne question, et je vais tout de suite vous répondre. Parce que dans mon cas de figure que j'ai évoqué, vous êtes d'accord que si c'est moi qui prends le camping-car et que j'ai mis 300 km, supposons que je sois une autre, mais que je me suis quand même trompé. D'accord, j'ai mis 200 km. Vous êtes d'accord que j'ai gravé une information de 200 km. La gouvernance, elle a dit 1 euro égale à 1 km. Donc à la fin du mois, je vais payer moins. Il va se passer quelque chose. Donc vous allez voir que ça va changer tout de suite. Je vous réponds tout de suite avec la prochaine diapo. Je voudrais juste évoquer ça. Ce que je voudrais que vous perceviez,
c'est que les informations se cumulent et se soudent. Si quelqu'un, au bout de 3 ans, 10 ans, 30 ans, change une information ici, la chaîne se brise. À ce moment-là, il faut mettre l'alerte, on arrête tout, on recommence, hein, on est bien d'accord. Parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est malhonnête dans la chaîne. Ça, c'est un autre problème. D'accord? Mais on va supposer que dans le monde aujourd'hui, quand vous ferez envoyer une facture à un client, il paye à 30 jours fin de mois, vous avez fait confiance. Ça veut dire qu'il faut avoir un minimum de confiance. La blockchain n'est pas faite pour que les méchants soient détectés. La blockchain est faite pour améliorer nos processus et changer ce mode de transfert. D'accord? Alors, pour répondre à votre question, prenons l'image suivante. Un d'entre nous, parmi les 6, là, avec moi dedans, il est très méfiant. Il ne croit ni à la blockchain, ni à la techno, ni au bloc, ni rien du tout. Il dit, moi, je ne crois pas à votre histoire. Moi, je vais aller vérifier moi-même que chaque fois que le camping-car rentre, le gars qui l'a rentré, il a bien marqué le nombre de kilomètres adéquat. En clair, si le camping-car, il est à 2000 km, et moi, j'ai fait 300 km, j'allais mettre 300. Lui, il n'a pas confiance. Il va voir le camping-car, et il dit, oui, oui, visez bien 2300, je valide son information. Vous me suivez? D'accord. Seulement, il le fait à la main. Nous sommes une association, on est des bénévoles, il n'est pas question qu'on paye quelqu'un pour aller valider. Très bien, il accepte. Donc, il s'appelle un horodateur-validateur. Dans les blockchains, il y a toujours des validateurs quelque part. Des surveilleurs, si on va bien, la surveillance. Plus tard, vous verrez, et si on a le temps, ça sera dans une autre session avec plaisir, on appellera ça les personnages comme des mineurs. Hein. D'accord? Vous avez peut-être forcément entendu parler de ça. Pour le moment, on va les appeler simplement horodateurs dans mon histoire de camping-car. Donc, OK, il horodatent. Donc, deuxième information, dans une blockchain, il y a l'empreinte de votre document, mais chaque document qui est enregistré dans le blockchain a un temps universel. Tout est en ordre. Donc, si quelqu'un veut, encore une fois, changer le contenu de ce fameux registre, c'est quasiment impossible. Autre remarque au passage, là, nous sommes que 6, c'est facile, mais imaginez que nous soyons tous les 30 ou les 50 ou les 5000 en train de travailler avec la même blockchain, et si nous étions 1 million, nous avons tous le même registre. Pour pouvoir démolir une blockchain, c'est quasiment impossible. Il faut attaquer tous les sites en même temps. Ça devient très compliqué. C'est faisable dans un cas de figure, mais on y reviendra si nécessaire. Très bien. Donc, cette personne horodate. Regardez ce qui va se passer. Supposons qu'on fonctionne pendant 1 an. Donc, pendant 1 an, cette personne, elle va vérifier que chaque fois que quelqu'un d'entre nous a fait quelques kilomètres, il valide et puis ça enregistre dans la blockchain et tout va bien. Vous êtes d'accord qu'à la fin du mois ou tous les trimestres, on se réunit autour d'une table parce qu'il faut payer la note quand même. Si on a fait 3000 km ou 4000 km, il faut bien payer les sommes. Donc on se réunit et on paye. Alors 2 phénomènes. Premier phénomène, c'est que la personne qui était volontaire pour faire de l'horodatage, elle est fatiguée. Elle dit, moi, toutes les semaines, je vais voir le camping-car. Au départ, je ne faisais pas confiance. Maintenant, ça va. Bon, on va s'arrêter, je fais confiance. Ben, nous, on aimerait bien quand même que quelqu'un d'autre reprenne le rôle. Et puis après, on a le problème, c'est que tous les fins de mois, il faut faire des chèques, c'est compliqué. Je pense que chacun d'entre vous fait des associations. Rien que quand on veut récupérer 12 € du repas, il faut courir en tant que trésorier. Donc, regardez ce qui est en train de se passer. On va décider autre chose. On va dire que le camping-car, qui est un objet, va venir écrire directement dans la blockchain. En clair, quand je vais monter dans mon camping-car, je vais m'identifier et c'est lui qui va venir écrire dans la blockchain. On va faire un objet connecté qui passe une information au registre, au lieu de faire une interface qui va saisir pendant des heures. Tout le monde me suit? Les objets connectés de demain, que ce soit une porte, que ce soit une caméra, que ce soit un micro, seront des objets qui vont faire des traces et des enregistrements dans les blockchains. Et en production, je vous montrerai tout à l'heure un témoignage d'un industriel qui a déjà commencé à réfléchir à comment vérifier certaines informations dans les ateliers grâce à une blockchain. Donc il faut bien comprendre qu'on n'est qu'au début d'une histoire. Tous les objets connectés que nous avons autour de nous vont finir par marquer et laisser une trace dans une blockchain. D'accord ? Alors on va aller un peu plus loin. Ok, mon camping-car écrit dans la blockchain, mais il écrit quoi? Il écrit une ligne avec une empreinte, comme si, au lieu que ce soit moi qui saisisse, c'est lui qui va écrire. C'est une automatisation classique. Sauf qu'on est quand même embêté, parce qu'à la fin du mois, il faut quand même faire les chèques. Donc on va aller un peu plus loin. On va dire que dans ce programme, et voilà qu'on arrive à ce qu'on appelle au smart contract, dans ce programme, on va dire que chacun d'entre nous va mettre son RIB. Et le RIB de l'association, bien sûr. Donc suivez bien, le camping-car, vous fermez le moteur, vous êtes identifié, votre RIB est identifié. On sait que 1 km égale 1 €, donc instantanément, le smart contract part à la banque et récupère votre argent qui va à l'association.
Et c'est un smart contract. En clair, il est intégré dans la blockchain. Tout le monde a le même programme, je vous signale. Que vous saisissiez sur votre poste ou sur le mien, ça sera la même règle du jeu. Et tout est automatisé. C'est comme si c'était le cash instantané. Alors vous pouvez mettre dans votre programme des délais de paiement différés si vous voulez. Mais ce n'est pas le principe ici, ce que je voulais partager, c'est que vous pouvez très bien mettre les règles du jeu. Un smart contract, c'est l'automatisation de certains processus que nous maîtrisons. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Nous sommes dans la deuxième bulle. Souvenez-vous, la première bulle, c'était la traçabilité, la valeur, la preuve. La deuxième bulle, c'est l'automatisation de certains process métiers. Alors, il nous manque la troisième bulle. La troisième bulle, c'est la crypto-monnaie. Qu'est-ce que vient faire la crypto-monnaie dans l'histoire de camping-car? On va quand même faire une pour faire plaisir. Et pour qu'on partage la logique de la valeur d'une crypto-monnaie en France, je vous signale, ça s'appelle des crypto-actifs. Imaginez 30 secondes. Donc voilà, je remets le smart contract, c'est les objets connectés qui arrivent. Donc il va y avoir beaucoup d'objets connectés qui vont parler à ça. Maintenant, imaginez, troisième grande bulle, que notre fameux camping-car, on n'a pas réussi à le connecter à la blockchain. Donc le pauvre malheureux là, qui allait faire tous les jours, toutes les semaines, le contrôle, qui est quand même fatigué, il dit, j'en ai quand même un peu marre quelqu'un peut me remplacer? On fait le tour de table et il n'y a personne qui veut le remplacer. Il dit, j'ai une idée. Moi, je veux bien continuer à faire l'eurodatage de surveillance, puisqu'on n'a pas réussi à connecter le camping-car, à une condition, c'est que vous me donniez des heures de camping-car gratuits. Alors on réfléchit, on dit, oui, on a vraiment besoin de quelqu'un qui eurodate, qui valide, qui surveille. OK, on fait un petit smart contract, on dit 1 heure pour vérifier, 1 heure de camping-car gratuit. Parfait, il continue son travail. Au bout d'1 an, il vient nous voir, il nous dit, j'ai collectionné 30 heures de camping-car. On lui dit, écoute, utilise, il n'y a pas de problème, c'est de la règle du jeu. Mais il me dit, moi, les camping-cars, ça ne m'intéresse plus trop, j'ai pas trop le temps. En fin de compte, ce que vous m'avez donné, ça vaut rien, puisque vous m'avez donné des heures de camping-car que je ne souhaite pas utiliser. Voilà, c'est un peu dommage, parce que ça aurait mérité une petite récompense. Alors, d'un seul coup, il a une idée. Il dit, écoutez, puisque moi, je ne peux pas, et je ne veux pas trop utiliser camping-car parce que ça ne m'amuse plus, est-ce que vous m'autorisez à donner ces heures que m'avait accordé à mon cousin? Il dit, ok, comme ça tu continues ton travail. Seulement voilà, et suivez bien, ces heures de camping-car, il va les vendre en euros. Imaginez 30 secondes que les heures de camping-car, on les appelle camping-car coin. Bingo. Les camping-car coins, monnaie virtuelle, viennent d'être inventés et ils ont une valeur en euros. Vous avez un expert comptable qui va tout simplement travailler avec un client qui manipule les informations, qui envoie ça à ses banques. Ces banques, elles font ce qu'elles peuvent, mais elles n'ont pas vu, sauf qu'on veut faire du financement et du montage, donc on envoie ça à des experts. Il se trouve qu'un des experts a compris ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone. Il téléphone à qui? À l'expert comptable. Maintenant, si cette communauté, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, il faut une communauté qui partage, avait mis en place ce qu'on appelle une blockchain privée, il y aurait besoin de téléphoner à personne, puisque à chaque étape, automatiquement, l'empreinte du document passe dans la chaîne. Une petite remarque, on ne demande pas à nos entreprises de changer leur process. Si vous avez un logiciel qui s'appelle CRM, ERP, ou je ne sais pas, gestion comptable, enfin des logiciels, vous travaillez sur votre logiciel, c'est le logiciel qui parle à la blockchain. L'exemple que je vous ai évoqué tout à l'heure de l'industriel qui est venu nous voir, voilà le problème. Cet industriel n'a aucun rapport avec la blockchain. Ils vendent des cartes électroniques, d'accord? Ils vendent des cartes électroniques, etc., donc chez des clients qui ont des fameuses chaînes de fabrication. Il se trouve qu'un des clients se plaint. Il dit, à cause de votre carte électronique, ma chaîne s'arrête. Donc c'est de votre faute, procès, machin, je vous explique. Lui, il n'est pas sûr que ce soit sa carte qui pose problème. Alors, on a décidé d'un commun accord avec un acteur neutre, l'industriel et bien sûr le fabricant, de faire une blockchain. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu d'une chose très simple. Lorsque l'appel d'offres a été réalisé, le cahier des charges disait une chose très précise. Les cartes doivent fonctionner à plus 35, moins 10, en termes de température de la salle, j'entends bien. Et lui, le fabricant de cartes, se dit, mais c'est pas possible. Si mes cartes s'arrêtent, c'est que la température doit être au moins en moins 15 ou en moins 20. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un objet connecté, qui est un lecteur de température. Vous avez compris la suite. Ce lecteur de température parle à la blockchain. La blockchain est un registre qui est partagé en temps réel par tous les acteurs. On met l'empreinte de l'heure et la date. Impossible de contester. Le jour où il y a une panne, on regarde, on interroge la blockchain.
et on dit quelle était la température de la salle. Si la température de la salle était à -15, ça veut dire que c'est vrai que c'est la carte qui est tombée en panne, mais ça ne répond pas au cahier des charges qui a été demandé. Si la température de la salle est à +5 et que la chaîne est en panne, ça veut effectivement dire que c'est la carte qui est fautive. Notre équipe a travaillé sur un site dont vous avez l'adresse que je vous ai donnée, vous trouverez toutes les informations. Nous avons classé, dans l'adresse du départ, hein, la première slide qu'on a partagée ensemble, vous avez un site qui est gratuit et on classe tous les sites concernant la blockchain. D'accord ? Et le plus simple, si vous ne voulez pas la partie technique, vous allez dans la première lettre qui s'appelle « Usage » et nous classons tous les usages qui apparaissent sur le marché.